Bonjour et bienvenue dans votre émission de développement et de débat constructif sur Kavi Media, Kavi TV, via Kavi Star Times, numéro 779 d'ITH, numéro 113 sur TNT, également Kavi FM 89.5 sur Facebook, groupe Kavi Media et Kavi TV, le scanner, vous parvient du lundi au vendredi dès qu'il est 9h sur Kavi TV et radio en même temps, en synchronisation avec la première télé privée de Guinée. Il s'agit de la télévision Gangan TV. Et nous vous rappelons également que très bientôt, nous serons sur Canal+, sur le numéro 249, une nouvelle chaîne panafricaine à votre service, le scanner. C'est du lundi au vendredi de 9h00 à 10h30. Les informations fraîches de Zérékoré à Kankan, Labi, Kindia, jusqu'à Conakry et environ 24h/24. C'est sur notre site d'information siaminfo.com à Conakry comme à l'intérieur du pays, à Sangaridi, la ville propre par excellence, Boké, Kindia, Kankan, Zérékoré, Kissidougou, jusque sur la même fréquence, la 89.5. Vous êtes également nombreux à nous préférer à l'AB sur la 96.5 Beta FM. Vous êtes toujours au rendez-vous. Bienvenue et merci de nous préférer et de nous tenir compagnie pendant les prochaines 90 minutes. Au menu des sujets à débattre dans le scanner de ce jeudi 24 septembre 2024, au programme élimination de la Guinée du tournoi UFOA U17. Dans un communiqué, le ministère de la Jeunesse et des Sports exhorte la Fédération guinéenne de football à lui mettre à disposition tous les éléments factuels relatifs à cette situation pour permettre à l'État guinéen d'agir en conséquence. Dans le même document, le ministère de la Jeunesse et des Sports promet de suivre avec une grande attention également les différents recours introduits par la Fédération guinéenne de football auprès des instances internationales de football pour faire la lumière sur cette situation inédite et inacceptable pour ces jeunes athlètes et pour l'image de la réputation de la République de Guinée. Deuxième sujet, nous espérons que les commerçants grossistes et importateurs de riz en Guinée vont bien suivre ce deuxième sujet. Depuis quelques jours maintenant, l'Inde a aboli la taxe de 10% sur les exportations de riz étuvé. Et précisément le 22 octobre, le gouvernement indien a annoncé la suppression de la taxe de 10% qui s'appliquait jusque-là sur les exportations de riz étuvé. Cette mesure fait partie des assouplissements progressifs mis en place depuis 2022 pour lever des restrictions sur certains types de riz dans un contexte où les conditions climatiques sont désormais plus favorables à la production de ce céréale très prisé en Guinée. Il faut noter également que depuis septembre, l'Inde a également autorisé la reprise des exportations de riz blanc non basmati, une qualité non parfumée, tout en imposant un prix plancher de $490 par tonne. Avec l'abolition de la taxe sur le riz étuvé, les importateurs mondiaux devraient voir une baisse des prix de cette céréale, ce qui pourrait soulager le marché, surtout dans les régions dépendantes des importations comme notre paradis qui n'est autre que la Guinée. Rappelons que l'Inde représente 40% des exportations mondiales de riz et ces décisions ont donc un impact majeur sur le marché international de cette denrée qui ne représente que 10% de la production mondiale de riz. Insécurité, criminalité, lutte contre le grand banditisme en haute banlieue de Conakry, la police guinéenne sort ses griffes et interdit le port des cagoules. Et dans un communiqué rendu public cette semaine, la police nationale met en garde les conducteurs de taxi-moto contre le port des cagoules ou tout autre objet servant à masquer le visage. Cette décision de la haute hiérarchie de la police nationale s'applique également aux conducteurs de véhicules. Et également, dans le communiqué, il est précisé que toute personne interpellée dans un véhicule ou sur une moto portant une cagoule sera considérée ou assimilée à un délinquant. La police va plus loin dans ce communiqué que tout passager transporté par un mototaxi dont le conducteur porte une cagoule sera considéré comme un délinquant potentiel, renforçant ainsi les mesures de dissuasion. Voilà comment se présente l'émission d'aujourd'hui, les grandes lignes de cette émission sur Kavi. Exceptionnellement pour ce numéro, vous aurez, vous les auditeurs, que vous soyez de Conakry ou de l'intérieur du pays, la possibilité de vous exprimer sur le football guinéen en direct sur le 629 95 67 67. Je dis bien que vous avez la possibilité cette fois-ci parce que c'est une affaire nationale qui concerne tous les Guinéens, le football guinéen, l'image de notre pays qui est entachée, qui est touchée à travers ces jeunes cadets dont la situation est en train de vraiment
apporter une situation compliquée, voire même entacher l'image de notre pays. Donc, vous suivez le football guinéen, vous aimez le football guinéen, vous avez des trucs à nous dire par rapport à cela. Quelques auditeurs seront vraiment sélectionnés parmi vous qui pourront s'introduire dans cette émission et parler nous en direct à travers le numéro 629 95 67 2 fois 67 67. Voilà un peu comment se présentent les grandes lignes de cette émission. Le scanner de Kavi FM. Merci de nous avoir suivis et à tout à l'heure pour le développement. Bonjour et bienvenue à tous. Comme on le disait à l'entame de cette émission, nous allons aborder tous ces éléments dont nous venons de vous dérouler tout à l'heure. Yaya Diallo, le Grand Barça, a apporté quelque chose avant de vous dire bonjour. Bonjour Mohamed, bonjour à tous. Je suis très heureux pour le Barça. Voyez-vous que nous ne sommes pas comme les autres, les extrémistes. Oh. Barça ou rien, je suis pas contre le Barça, mais mon club c'est le Real Madrid. Je n'ai pas dit le club de tel ou de tel. Aeternam. Le club des grands, le Real Madrid. Façon, le beau football, pour être à jour, pour aimer ce qui est bien, ce qui fait plaisir, la poésie dans le football, c'est vraiment à travers le Barça qu'on a pu comprendre cela. La révolution du football, c'est vraiment à travers le Barcelone quand même que nous avons tout vu. Tout ça, ce n'est pas avec des mécaniciens de l'autre côté, donc vous allez nous parler de beau football. Merci, vous faites bien de le dire. Mais le Barça, le sait. Posez-leur la question, ils vous diront que le Real, c'est... Voilà, c'est high level, il n'y a rien à dire, c'est le Real. D'accord. Est-ce que vous savez que certains sont partis jusqu'à dire que le Real, ce n'est pas un club? Assimiler le Real... Bon, parfois, il y a des clubs... Vous avez cette impression? Non, c'est parfois le matin, quand je me lève, il y a des noms de clubs que je n'ai pas prononcés le matin. Ok. Le plus souvent, parce que est-ce que ça ne porte pas poisse? Je ne sais pas, mais je ne me permets pas. Je dis juste, c'est un rappel... Comment vous avez apprécié la poésie du football hier sur votre petit écran? Juste ça. J'ai cru comprendre que tu étais Marseillais, mais je comprends. Non, c'est juste une précision. Non, je suis pour le beau. L'Olympique de Marseille, ça c'est autre chose. Ça c'est le high level pour moi en matière de football. Ça, on ne parle pas de cela. Alors Yaya, parlons de football et parlons encore un football un peu à un niveau très bas. Quand je dis à un niveau très bas, parlons de l'âge de ces enfants et parlons de ce qui est vraiment en train de nous, qui est en train de devenir du cancer dans le football guinéen au niveau des jeunes. Je rappelle qu'aux auditeurs qu'ils auront la possibilité de nous appeler après pour apporter des solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas seulement s'exprimer, comme on appelle, exprimer sa colère qui est important, mais aussi de nous aider à trouver la solution parce que c'est trop en matière de football. Les cadets guinéens sont vraiment dans un bourbier, si on faut le dire comme ça. Absolument, dans un bourbier. Et c'est à se demander à qui cela va ranger, en tout cas en ce qui concerne la Guinée. C'est bien vrai que nous sommes dans un flou total, mais voilà le débat qui se pose. Ce n'est pas la première fois. Si ce n'est pas la première fois, mais je pense que ça va être très difficile pour nous d'apporter des arguments valables. Et je crois que cela est valable aussi pour le ministre de Sport, oui, de la jeunesse, Kémou Bogolaba. Nous avons lu son communiqué, mais je pense que à la limite, cherchons à balayer devant nos portes. On ne peut pas, c'est vrai, on peut se poser plusieurs questions. Hein. Comment se fait-il que 3 tests, 3 résultats différents, oui. Ça, le débat se pose et puis on peut questionner l'efficacité de ces tests-là. Mais de toute évidence, puisque ce n'est pas la première fois, encore moins, enfin c'est la deuxième fois maintenant que nous sommes dans cet état de fait, je pense qu'on devrait à un certain niveau se remettre en cause et de voir en profondeur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur. J'ai bien aimé parce que il est de ce ressort d'interpeller l'instance dirigeante du football guinéen, à l'occurrence la FEGIFOOT, pour pouvoir avoir des éléments tangible, ce qui pourra permettre naturellement au département d'asseoir sa conviction sur le oui ou le non quant à cette disqualification. Mais mieux que ça,
je vois dans le communiqué le ministre Sarkoboud beaucoup plus sur de requêtes que l'instance pourrait éventuellement adresser aux instances africaines et mondiales pour pouvoir... Pour faire quoi? Pour faire quoi? C'est la question qu'il faille se poser. Pour faire quoi? Pourquoi faire? Pour les faire revenir sur cette, décision? Non mais enfin... les gens, pour expliquer quoi? Pour dire quoi? J'ai l'impression que jusqu'à présent, on pense que nous sommes dans cette Guinée où tout est permis à un certain niveau. Il faut qu'on arrête de se tromper parce que la balle est partie. Maintenant, j'aurais bien aimé que le ministre puisse, disons, s'accentuer sur le fait qu'aujourd'hui, l'État a besoin dans son ensemble. C'est en cela, dans nos numéros précédents, on avait bien posé le débat pour dire, au-delà de la FEGIFOOT, au-delà du département, c'est la Guinée qu'on a disqualifiée. Ouais. Point barre. Ouais. Donc, ce qui veut dire que ça interpelle et ça doit interpeller à plus d'un. Ce qui explique par endroit, effectivement, l'ouverture exceptionnelle de ce numéro en ce qui concerne le sport. Parce qu'on en parle, ça insiste. Et c'est devenu une coutume. Il faut que ça cesse. Et je pense que le département doit pouvoir rester dans ce sens-là et non de jouer à la diversion parce que ça ne vaut pas le coup. Si le département, la gestion globale du sport est dévolue à la FEGIFOOT, ce qui veut dire que le principe de la non-ingérence, on comprend bien effectivement, mais à la limite, il faut que le département puisse se bouger parce que c'est sa tutelle à un certain niveau. Quand le département a besoin des explications, le département peut bien évidemment s'adresser à la FEGIFOOT pour avoir des explications. C'est là où on attend le ministre. Éventuellement, s'il y a des complices au niveau de l'instance ou de ces services déconcentrés, je ne sais pas, qui se retrouvent à l'international ou un peu partout, parce que nous avons aussi des éléments au niveau de la CAF. Naturellement, la CAF, c'est une instance continentale. On ne peut pas dire que tous ceux qui sont au niveau de la CAF sont contre la Guinée. Non. Le Sénégal est contre la Guinée. Il y a des Guinéens qui travaillent là-bas, il y a des compatriotes absolument. qui travaillent au niveau de la CAF. Absolument. Posons-nous la question. En 2019, ça a été le cas. En dépit de tout ce qu'on a pu faire ici, crier haro sur le Bodé, finalement, ça a été confirmé. Cette année aussi, la Sierra Leone faisait partie. Oui. La Guinée-Bissau faisait partie aussi. Mais on nous dit que ces gens-là, c'est bon maintenant. Oui. Ils sont devenus des bons élèves et la Guinée, pour la Guinée, c'est pas bon. Oui. Une question d'ailleurs qui a enfoncé encore une fois de plus l'image de la Guinée dans cette situation. Mais quelque part, on dit que dans un document, le ministère de la Jeunesse et des Sports promet de suivre avec une grande attention les différents recours introduits dans la Fédération guinéenne de football auprès de ces instances-là. Est-ce que ce n'est pas le médecin après la mort? Est-ce qu'on ne devrait pas mettre vraiment du sérieux dès le départ, avant même le départ de la délégation guinéenne du côté du Sénégal? Parce qu'on sait déjà que l'IRM dont on parle existe dans de certaines structures de santé ici, comme à Donka, comme à la Caisse nationale de sécurité sociale, comme à l'hôpital sino-guinéen. Il y avait cette possibilité de faire quelque chose. Est-ce que ce n'est pas depuis le départ qu'on devrait vraiment mettre du sérieux et pour qu'on ne se retrouve pas dans cette situation, sachant qu'en 2019, la Guinée a été sanctionnée vraiment et a payé des amendes? Absolument. C'est en cela que nous disons que ce n'est ni plus ni moins d'une récidive de la part de nos autorités. C'est à se demander, en dépit de tout ce qu'on a pu entendre. On a traversé une crise très aiguë au niveau de notre football. Hein. Il faut le dire, le football aussi, nous traversons des moments absolument indescriptibles. Il faut que cela puisse interpeller tout le monde. On ne peut pas continuer comme ça. Et voyez-vous, ce sont des facteurs qui ne peuvent pas favoriser le développement du football guinéen comme on le souhaite. Oui. Nous souhaitons sortir de cela. Nous avons tout, si nous voulons aller de l'avant, même au niveau de l'équipe nationale. Tout ce qui nous manque aujourd'hui, c'est par le fait qu'aujourd'hui, les Guinéens, partout là où nous sommes, nous essayons de voir différemment les choses et comme tel, ce qui n'est pas interdit, la contradiction, mais comme tel, ça devient une adversité et on fait tout pour empêcher l'autre d'évoluer, pour qu'on puisse mettre à nu son échec. Et puis voilà, je crois que c'est cet échec-là qui peut arranger un certain nombre de Guinéens, vice-versa. Nous sommes habitués, voilà les guéguerres qui, à un certain niveau, minent le progrès de notre pays à tous les secteurs presque. Parce que vous verrez que vous venez en tant que ministre, Mohamed, vous faites un certain nombre de choses, vous n'êtes plus à la tête de ce département, on amène quelqu'un, il vient,
il fait table rase et puis il recommence à zéro. Nous avons suivi ce que le ministre de l'Énergie nous le disait l'autre fois là. Il faut qu'on sorte de cela. C'est en cela qu'on parle du principe de la continuité. Quand vous venez, vous trouvez quelque chose, vous n'êtes pas obligé de reconduire tout. Faire table rase. Oui, vous n'êtes pas obligé de reconduire tout, mais vous verrez, il y a les fondamentaux dont on ne peut pas, disons, ignorer et laisser passer. C'est au nom de l'État. Je crois que c'est ce qui devrait quand même inspirer nos autorités à tous les niveaux. Au niveau de la FEGIFOOT, je l'ai dit ici, depuis l'installation de Bouba, je ne le connais pas. Certainement, il m'entend, mais il ne me connaît pas non plus physiquement. Mais moi, je pense qu'on devrait pouvoir créer toutes les conditions pour permettre à Bouba Sampil d'avoir toutes les marges de manœuvre et de voir clair. On ne peut pas nous parler non plus d'un profane du secteur. Il en a géré l'Escaloum, il a l'expérience, il sait ce qui se passe et c'est lui qui s'est porté candidat. Ça veut dire qu'il était sûr de ce qu'il voulait faire. De ce qu'il voulait faire, il avait un programme pour le football guinéen. Maintenant, qu'est-ce qui explique effectivement, jusque-là où nous parlons, nous ne constatons pas de manière apparente la mise en œuvre de son programme. On ne sent pas ça, la patte à Bouba dans le football guinéen pour le moment. Au niveau de la Fédération guinéenne de football, on ne sent pas ce qu'il a pu apporter, le changement qu'il a pu apporter, le changement tant attendu de la part des uns et des autres. Oui, c'est là où le débat se pose aujourd'hui. On a, honnêtement, après le Conor, moi je pense que ça n'est terminé, on pouvait évoluer avec la transition où on nous parle de la refondation. À un certain niveau, il faut que, je le dis, je le répète, à un certain niveau, il faut que le général puisse taper du poing sur la table. Pas de s'ingérer pour dire à Paul ce qu'il doit faire, mais ces arts de choses-là, ça va au-delà de ces personnes ou de ces groupes de personnes qui se tapent sous l'ombre. C'est l'image de la Guinée. On ne peut pas badiner avec ça. Et vous savez qu'est-ce que représente le sport aujourd'hui au niveau mondial. Le sport, c'est un enjeu mondial aujourd'hui. C'est un élément aujourd'hui. C'est difficile à comprendre quand même ce qui est en train de se passer. Tellement que le football est devenu un élément très important pour tous les États. C'est une question de vitalité, mais c'est devenu un élément de géopolitique. Voyez-vous, il y a certains États aujourd'hui qui se battent pour organiser la Coupe du monde ou la coupe africaine de nations. Vous savez pourquoi? La coupe du monde même des jeunes, ou la coupe du monde de la Jeux olympiques des jeunes même du côté du Sénégal, que le Sénégalais compte organiser très bientôt. Très bien. Ah oui. Ouais, ça vous amène à un niveau absolument incroyable. Et, donc, ce qui veut dire que nous avons la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Nous ne dansons pas sur la même pelouse. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est presque fini là. Ils ont toutes les infrastructures. C'est l'élément de base. Tout est là. Mais la réponse est là. On joue où nos derniers matchs là? Le dernier match, c'est en Côte d'Ivoire. Ouais, nous sommes en train d'errer comme ça. Soit c'est au Sénégal, soit c'est au Maroc, soit c'est en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on demande là où on nous donne, là où on nous accorde. On quémande le terrain aujourd'hui. Les terrains de jeu, on les quémande. Et c'est déplorable. Parce que quelque part, des Guinéens n'ont pas pu mettre du sérieux pour pouvoir éviter de telles situations. Absolument, absolument. Et voyez-vous, sous le régime d'Alpha Condé, il y a eu assez de projets. Il y a eu des acteurs qui se sont impliqués pour lesquels les Guinéens avaient toute leur confiance parce qu'on disait que c'est des patriotes. Je vais parler de KPC, je vais parler d'Antonio Suarez, surtout qui a dirigé à un certain niveau cette FEGIFOOT-là. En dépit de tout cela, des moyens, il en avait. C'est quelqu'un qui était pleinement dans le secteur, qui a quand même pu faire bouger un certain nombre de choses, il faut le reconnaître. Mais il n'y avait pas une bonne politique. Mais qui n'avait pas pu mettre en place quelque chose de concret. Finalement, il se mit dans la danse et puis c'est des querelles, comme on l'a dit ici. C'est cela, c'est une suite logique, quoi. Bien avant lui, c'était la même chose. Vous avez vu ce qui s'est passé entre lui et l'autre. Non, pas le président, l'ancien président de la FEGIFOOT, là. Oui, Anthony, comment je vais l'appeler ça? Celui qui est décédé. Celui qui est décédé. Oui, celui qui est décédé, oui. Camara. Oui. Salif Supervé. Supervé qui, jusqu'au dernier jour de sa vie, en voulait à Antonio Suarez. Parce que celui qui l'a amené quelque part en matière de football, il a servi à quelque chose, il a boosté quelque part, oui.
Pour lui, il n'a pas pu, inacceptable. Il n'a pas pu recevoir le retour de l'ascenseur de la manière la plus souhaitable. Et puis entre-temps aussi, pour lui, c'était l'autre qui a tout mis en place, toutes les manœuvres pour le désinstaller, il faut le dire comme ça, là où il était, au niveau de la FEGIFOOT. Oui. Donc voilà tous ces éléments-là aujourd'hui qui sont dedans. Et Bouba aussi, qui a été, pour revenir sur le sujet, Bouba qui a été aussi élu dans des conditions que nous connaissons tous. Le président actuel de la Fédération guinéenne de football, c'était absolument incroyable, mais finalement, autour d'un consensus, et vous savez, nous avons échappé de peu à une sanction aussi des instances continentales et mondiales. La FIFA était là, à travers un de ses représentants. Il y a la CAF aussi qui était là et qui disait à la Guinée, attention, vous êtes en train de franchir la ligne rouge, et si comme tel est le cas, voilà les risques que vous courez. Hein. C'est-à-dire que même cette Coupe d'Afrique des Nations qui profile à l'horizon, on ne pouvait pas y participer si on n'avait pas pris tous les éléments en compte. Donc il fallait rapidement accélérer les choses pour trouver un consensus, parce qu'il y avait de l'autre côté le général Matirin qui avait, il faut dire, un bon nombre d'éléments autour de lui. C'était lui qui était pressenti au regard de ce qu'il avait autour de lui, pressenti être le futur dirigeant de la FEGIFOOT. Finalement, les choses ont tourné autrement. Eh bien, c'est Bouba Sampil qui a pu être élu. Il faut l'accepter comme tel. Tout patriote, dès l'instant que vous avez accepté, c'est autour d'un consensus. Le consensus, on discute, on s'entend sur l'essentiel. Et je pense que ce n'est pas quelque chose de mauvais. Et si vous l'avez accepté, ce consensus-là, il ne s'agit pas de rester à côté et de tirer les ficelles. Et de faire semblant. Oui, de tirer les ficelles pour faire semblant, effectivement. Alors qu'en réalité, vous êtes en train de vous ne l'aimez pas et vous ne voulez pas l'accompagner dans son projet. Vous faites tout pour lui faire échouer et de dire voilà ce qu'on vous avait dit. Il est incapable. C'est-à-dire que faire tout pour mettre son incapacité à nu. Mais Yaya, si vous parlez comme ça, c'est comme si vous voulez dire que du fait que Bouba Sampil est aujourd'hui le président de la Fédération guinéenne de football, c'est lui qui a été élu, que on peut dire ce qu'on veut, le processus, comment ça s'est passé, ça s'est bien passé, ça ne s'est pas bien passé. Ce n'est pas ce qui est important. Vous voulez dire que ce qui est important, que tous ceux qui sont dans le football guinéen ont l'obligation de l'accompagner pour la réussite du football. Absolument. Ça, c'est un élément fondamental. C'est la Guinée avant tout. C'est le principe, quoi. La Guinée d'abord. Mais à côté, il y aura la politique ou la stratégie, le management que Bouba lui-même doit mettre en place. Sa capacité d'aller vers les autres, de s'ouvrir aussi. Et je pense que là, le débat se pose parce que à quelques mois après sa prise de fonction, il y avait de dissension, s'il faut le dire comme ça, de bisbilles, je préfère ça, de bisbilles à l'interne, où des gens sont allés jusqu'à dire jusqu'à remettre en cause la légitimité ou la capacité à Bouba de pouvoir diriger la FEGIFOOT. C'est un groupe, on avait vu, ils se sont fait entendre pour plusieurs régions selon eux. Il y a un certain nombre de choses qui se passent au niveau de la FEGIFOOT alors que ce sont des membres statutaires. Ces gens qui doivent pouvoir, qui sont élus aussi, qui doivent avoir tous les éléments. Et je pense aussi l'un des problèmes majeurs, là où se trouve beaucoup plus de problèmes en matière d'élection d'un président à la tête de la Fédération guinéenne de football, c'est surtout au niveau de ses membres statutaires aujourd'hui. Parce que tout le problème, quand on parle de corruption, quand on parle des élections, des magouilles, ils sont impliqués. Les membres statutaires, c'est ceux qui sont partout au niveau de la Ligue, partout on parle de football en Guinée, ce sont ces représentants qui élisent, qui font quelque chose pour donner du poids, de la valeur à celui qui doit diriger la Fédération guinéenne de football ou le football guinéen tout court. Mais le plus souvent, ils sont aussi accusés ou indexés du doigt pour des magouilles qui se passent aussi. Justement, c'est en cela que j'ai dit cette correspondance, cette sortie, pour ainsi dire, du ministre Bogolaba, on la suit de près, on verra bien est-ce la diversion ou du sérieux. On verra tout cela. Mais on est arrivé même à entendre un collègue, un journaliste sportif de Guinée, qui nous a parlé même que les cas de fraude dont on parle, qu'il est arrivé que les gens
propose de monnayer le recrutement des jeunes au niveau des cadets, c'est-à-dire au niveau de moins de 17 ans. Et ce sont des possibilités que les gens même leur racontent, être contactés. Est-ce que tu as la possibilité de me trouver quelqu'un qui peut vraiment faire quelque chose, qui a un jeune talent, qui peut faire quelque chose, mais accompagné, dont on peut monnayer son talent au niveau de la fédération. Pas la fédération qui va empocher l'argent, mais ce sont ces intermédiaires qui sont là. Ça fait rire Yaya, mais ça fait très mal, vraiment. Ouais. Et la preuve est là, la Guinée prend un coup. Imaginez un de ces jeunes, je ne dis pas ce qui s'est passé, un de ces jeunes du côté du Sénégal arrivait à donner 5 millions, 10 millions à ces personnes, et que ça trouve que ce jeune a plus de 15 ans, 20 ans, 30 ans, et pardon, qu'il a plus de 20 ans, et que voilà, vous avez déjà empoché son argent, et vous n'avez aucune possibilité de le rembourser, et puis voilà, vous avez l'obligation de le mettre dans le bagage, tout en priant qu'on arrive à l'oublier et qu'il passe sans problème. Absolument. Voyez-vous, c'est quand même une injustice de trop, de part et d'autre. Voyez-vous combien de fois les gens sont assez cupides dans ce pays. Oui. On veut tout vendre. Tout. On veut tout vendre et finalement, son honneur, sa dignité. Et finalement, c'est l'image de la Guinée qu'on a vendue. Parce que moi, je refuse de comprendre que c'est un complot contre la Guinée. Pourquoi un complot contre la Guinée que la CAF ou certaines instances auraient ourdi contre la Guinée? Oui. Qu'on sorte de cela, de cette victimisation. Le problème, c'est nous. Et c'est chez nous ici. Trouvons les solutions ici. Disons vrai, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, ça m'avait traversé la tête. Parce qu'on s'est dit, le plus souvent, vu la concurrence, l'adversité positive qui existe entre la Guinée et le Sénégal, chaque fois qu'il y a un petit souci au niveau de nos jeunes en matière de football, on voit le Sénégal, on voit ce qui se passe entre les deux voisins qui sont, en tout cas en matière de football, à un niveau élevé, mais dont l'adversité est devenue très pimentée ces derniers temps. Je me dis, est-ce que quelque part, c'est pas le Sénégal qui veut vraiment mettre le bâton dans les roues de la Guinée? Mais après le réseau contre-expertise posé, on a vu la Sierra Leone repêchée, on a vu, comme on appelle, la Guinée-Bissau également remise dans ces trois. Je me dis alors, si ces pays ont été acceptés, pourquoi la Guinée? Et dans quel intérêt le Sénégal va faire du mal à la Guinée à chaque fois? Ça, c'est quelque chose qui m'avait traversé la tête personnellement, mais on se rend compte que ce n'est pas le cas. Il y a des mauvais Guinéens qui sont capables de tout, vendre même leur personne, leur âme au diable, pour gagner quelque chose. Absolument, absolument. On ne peut pas, c'est vrai que... Ouais, je rappelle aux auditeurs 629, maintenant 629, 95, 67, 67, ils ont la possibilité de nous appeler pour parler de cette problématique en matière de football, surtout le football des jeunes, et quelles solutions il faut mettre en place. Est-ce qu'il faut faire les états généraux du football en Guinée? On se demande. En tout cas, vous avez la possibilité de vous exprimer sur le football à travers le 629, 95, 67, 67, 95, 67, deux fois 629. Oui. Ouais, justement, ça serait mieux qu'ils attendent jusqu'à la fin pour ne pas... Oui, c'est juste les préparer dans la matière pour que vraiment qu'on sache que c'est parce que ce n'est pas habituel. C'est tout à fait normal d'attirer l'attention des uns et des autres à la matière. Parce que le football guinéen, c'est pour tout le monde, ça appartient à tout le monde et que c'est l'une des rares activités qu'on voit les Guinéens se retrouver et parler du même facteur d'union. Un facteur d'union. Pour ne pas dire que c'est le seul qui nous reste là. Non, ce n'est pas le reste. Je dis pour ne pas dire. Tellement que c'est le seul le sport qui peut ramener tout le monde, unir tout le monde. Et puis c'est très important. Mais parlant de ça, est-ce qu'il est temps aussi, comme on parle de refondation au niveau de l'État, est-ce qu'on est arrivé à un moment où il faut faire ce qu'on peut appeler les états généraux du football, remettre tout sur place, se retrouver quelque part, même à l'intérieur du pays, je ne sais pas, à Dabola par exemple, à Zérékoré ou je ne sais où tous les Guinéens peuvent se déplacer, ça vous fait rire, peuvent se déplacer pour parler de football, ou bien il y a un autre problème encore parce que ça vous fait rire. Non, je cru comprendre, en 2022 ou 2021, en tout cas sous le CNRD, sous la roulette de l'ancien Premier ministre, je vais parler de Bernard Gomou, il y a eu quand même des activités allant dans ce sens. Je ne sais pas si c'est les États généraux, mais au cours de cette activité qui a été organisée, qui a rassemblé tous les acteurs du sport, il y a eu ce qu'on appelle effectivement un document révisé, le statut règlement intérieur qui a été révisé et qui avait concouru à la participation effective de tout le monde. Parce que vous savez, cette division-là faisait que certains n'acceptaient même plus de partager
disons, la même table que certains acteurs. Tellement qu'on est arrivé à un niveau où l'animosité atteint son point culminant. Donc, sauf que on se demande, est-ce que ça porte fruit? C'est cela. C'est pour autant dire que on était tous d'accord, on avait un spécialiste du sport ici, ces documents on l'avait exploité ici, de fond en comble, pour voir désormais, avec les dispositions que nous avons ici, il n'y a rien à dire, c'est fini, le sport guinéen va se porter très bien dans les jours à venir. Voilà là où nous sommes aujourd'hui, c'est comme si on n'avait rien fait, parce que du jour au lendemain, les choses ne font que s'aggraver au niveau de notre secteur sportif, et la faute, parce que la faute elle est imputable à tous les acteurs. C'est un échec collectif, hein. Mais que les gens ne pensent pas dire que si ça échoue, c'est Bouba d'abord, parce que vous avez des problèmes antérieurs. C'est Bouba qui est à la tête aujourd'hui de la fédération, c'est pour cela qu'on parle de Bouba. Voilà. Mais le problème est tel qu'on se demande depuis quand, on ne sait même plus depuis quand le problème existe en matière de football, les petits problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, on se demande. Hein. Ce n'est pas Bouba seulement. Bouba a trouvé certaines choses, mais on accuse Bouba parce que Bouba a levé le doigt, s'est présenté comme candidat, il a dit qu'il peut gérer le football guinéen pendant une période donnée, mais qu'on a du mal à voir la patte de Bouba dans le football guinéen, que ce soit au niveau des jeunes, mais que ce soit également au niveau des seniors, même si on essaie de voir bon an mal an des progrès qui est en train d'arriver à travers la sélection senior, mais ce n'est pas seulement là, il y a le football à la base également. Tout à fait. Vous le rappeliez tout à l'heure, cette confidence d'un de nos confrères sportifs qui nous rappelait qu'il aurait été contacté par un élément qui lui proposerait... S'il connaît quelqu'un qui peut payer... S'il avait un client, oui, un client, oui. Il parlait même de 3 millions. De 3 millions. Voyez-vous. Il parlait de 3 millions, pas de 3 millions de dollars, ni 3 millions de dollars, mais 3 millions de francs guinéens, à peine si ça fait 300 euros. Voyez-vous. Donc... Et il en est de même au niveau de l'équipe nationale à un certain niveau. Est-ce que ça continue jusqu'à présent? En tout cas, jusqu'à la dernière CAN ici, on nous apprenait, il y avait certains qui ont, par le biais de certains, qui ont payé de l'argent pour être au niveau de l'équipe nationale. Au niveau de la fonction publique, ce n'est pas le même problème que nous avons. Partout, on paye de l'argent. Au niveau de l'armée, au sein de l'armée, 10 millions, 15 millions, on paye. Mais comment voulons-nous que les gens soient reconnaissants ou qui retournent ce qu'on appelle l'ascenseur à la République? Donc, comment voulez-vous qu'on puisse imprimer ce patriotisme-là? Qu'on puisse savoir d'abord, de savoir que devant l'intérêt général, on peut s'effacer. Devant l'intérêt général, toute personne, tout individu doit s'incliner. Et je crois que c'est en faisant en sorte que ce processus de recrutement à tous les niveaux, à toutes les sphères de l'État, que ça soit transparent et qu'on puisse prendre ceux qui sont en mesure de faire bouger les lignes. Et c'est en cela que les gens pourront être encore beaucoup plus patriotes. Surtout qu'on parle de sélection. C'est que quand on parle de sélection, on parle des meilleurs. Ceux qui sont à la hauteur, ce n'est pas des bons qu'on veut, non, mais on cherche des meilleurs en matière de sélection. Absolument. En matière de concours. Absolument, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut pour l'équipe nationale. C'est ce qu'on veut pour toutes les séries sportives que nous avons ici. On a besoin partout. Et c'est en cela que nous allons pouvoir amorcer un véritable développement. L'homme faut à la place qu'il faut. On a mis ce principe-là à côté. Aujourd'hui, c'est l'affairisme à tous les niveaux. On veut profiter de cet instant que vous avez, puisque vous avez une parcelle de pouvoir marchander tout. Il faut que ça cesse. Et c'est en ça que je dis, même la législation, elle doit être dure, rude à ce niveau-là, pour qu'on puisse sanctionner, pourquoi pas même, de manière juridique, réprimer ces délinquants, ces gens-là qui sont en train de tout charcuter et de faire en sorte qu'on ne parle plus de la République de Guinée. Parce que quand la corruption arrive à un certain niveau, mais on perd tout. Tout ce que nous avons comme valeur dans notre pays ici. Il faut à un certain niveau qu'on essaie de se remettre en cause. Et seul le dirigeant, le président, le chef de l'État, à un certain niveau, en tout cas, l'équipe dirigeante, auprès duquel, il faut le dire, le chef de l'État, partout ça se passe. Hein. Vous avez vu au niveau du Paris Saint-Germain, excusez-moi, du peu d'aller prendre un exemple là-bas, cette histoire entre Mbappé et son club, vous avez vu au niveau de l'équipe nationale. Nous sommes allés jusqu'à on nous a dit qu'à un certain niveau, c'est le président de la République française qui s'est impliqué pour résoudre la crise. Où est le problème? Quand ça arrive à un certain niveau... Parce qu'il s'agit de la France. Il y a un problème là? Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème que le général à un certain niveau... L'intérêt de la nation, quand c'est menacé, la première personne, le premier fils du pays, qui est le président de la République, a la possibilité de faire une certaine, qu'on appelle ingérence, qu'on appelle quoi? Mais c'est dans la maison pour pouvoir gérer. 629 95 67 67, 629 95 67
67. Il y a un autre truc aussi, en attendant l'appel des auditeurs. Est-ce que c'est parce qu'on a mis de côté les anciens joueurs, les professionnels en la matière qui ont joué en Guinée, mais aussi à l'international, du fait qu'on ne les retrouve pas normalement dans ces différentes équipes impliquées normalement? Est-ce que c'est ce qui pourrait aussi expliquer ces défaillances, ces erreurs, ces manquements au niveau de notre football? Bah oui, ça c'est notre facteur. Ou bien tu veux dire par là aussi c'est bonnet, blanc, bonnet? Non, on a beaucoup de patriotes dedans. Ouais. Mais voilà le problème dans notre pays, Mamé. C'est que vous venez, des Guinéens aiment la Guinée. Partout là où ils sont, qu'ils soient au niveau des États-Unis, au Canada, en France, partout, nous avons des Guinéens patriotes qui aiment la Guinée, qui montent des projets à part de là-bas, qui ont toute la possibilité pour pouvoir être là. Ils viennent, ils soumettent ces projets-là aux dirigeants guinéens. Ça ne date pas d'aujourd'hui. On parle de l'État là. C'est l'histoire que je suis en train de vous raconter ici, ça date sous Alpha Condé. Et c'est les mêmes faits qui continuent. C'est en cela que nous dénonçons, c'est en cela que nous attirons l'attention de ceux qui nous gouvernent là, du général Mamadi Doumbouya, puisque c'est lui qui a promis aux Guinéens la rupture avec la refondation avec l'Australie, la refondation. Donc, la refondation, elle doit être d'abord mentale. C'est très important. Ouais. Cette refondation doit être mentale. Il faut connaître, et ça, il est le mieux placé pour pouvoir forger les mentalités, de par ses actes. Le président a fait ça. Tout le monde le fera si c'est bon. Ok. Le président, de par ces actes qu'il pose, éventuellement, il y aura des gens qui vont dire que non, ils sont dans une autre Guinée. C'est-à-dire qu'ils font ce que bon leur semble. Ils sont là, c'est des Guinéens. C'est en cela que nous attendons justement cette présence de l'État ou l'importance d'être effectivement dans une société organisée. Parce qu'en cela, quand on dit de toutes les règles qui sont établies, vous voulez bypasser toutes ces règles-là, transgresser et faire ce que vous voulez. Ce qui vous importe, c'est comment atteindre votre objectif à vous. On est dans une république, dans une société comme telle, l'État va s'exprimer à travers, disons, des instruments que l'État possède légitimement pour pouvoir réprimer un certain nombre de choses. Et c'est ce qu'on attend de nos dirigeants. Il faut qu'on sorte de cela. Tout fautif doit être puni. Et ça c'est seul le président qui doit pouvoir... nos dirigeants à tous les niveaux, mais au premier de quel lui? Pourquoi on parle de lui? Nous sommes dans une république, nous sommes dans un système où c'est le présidentialisme à outrance. C'est le président qui nomme tout et c'est lui qui dégomme tout. Et nous sommes dans un régime présidentiel qui est un régime qui est très fort. Et de surcroît aussi, nous sommes dans un régime militaire, dans un régime d'exception, nous sommes dans une transition. Donc, si on peut faire de telle sorte que, aujourd'hui, qu'en Guinée, au-delà de ces discours creux, au-delà de ces prises de bec par médias interposés, vous faites bien les choses, on fait bien les choses, les autres vous disent non, tout ce que vous faites, c'est pas bon. Il faut qu'on essaie de changer les mentalités. Et pour changer les mentalités, il faut se comporter. D'où le principe l'imitation vient d'en haut et l'exemple d'en haut et l'imitation en bas. C'est en cela qu'on peut changer. Tous les grands dirigeants qui ont pu changer leur pays, leur société, c'est à travers leur comportement. Nelson Mandela en est une illustration parce qu'aujourd'hui, il est devenu un modèle, même pour les Occidentaux. C'est parce qu'à un certain niveau, il a su comprendre. Nous sommes dans une société, on est dans un État, tout passe. Nous les hommes, nous passons, mais l'État reste et demeure. Et c'est les actes que nous avons posés, les changements que nous avons pu apporter à travers les mentalités, le bon comportement, c'est ce qui demeurera. Et je pense que c'est en cela que nous disons, le général doit s'impliquer pour pouvoir, au-delà de ce qu'on entend par là, la justice, boussole de la transition, on a besoin du concret. Maintenant. Il faut que les mentalités changent. Si vous voyez jusqu'à présent, depuis tout ce qu'on a pu entendre, c'est vrai, il y a des efforts qui sont fournis. On n'est nulle part. Il y a des efforts qui sont fournis. Mais comprenez qu'aujourd'hui, là, au-delà de ces changements que nous voulons, il faut qu'on ait ce qu'on appelle effectivement cette possibilité de complètement changer nos mentalités. Parce que le Guinéen, déjà, nous on est habitués à dire qu'en Guinée, ici, la Guinée est une autre société, est une planète à part entière. En Guinée, tout est permis. Il faut que cela change, qu'on soit dans une société. Et ça, c'est de se tromper. Penser comme ça ne peut pas aller. Je pense qu'il est temps de se réveiller. Il est temps de comprendre que la Guinée appartient à tous les Guinéens et que la meilleure possibilité que nous avons, c'est de s'unir, se donner la main et de pouvoir conjuguer les verbes dans le
le sens du développement. Comme on le disait à l'entame de cette émission, vous avez la possibilité exceptionnellement pour le sport d'appeler et d'apporter votre grain de sel pour le football guinéen, pour le développement du football guinéen. Vous pouvez appeler le 629 95 67 deux fois, 629 95 67 67 pour qu'on parle ensemble du football et que nous trouvions ensemble la solution pour notre football, pour le développement du football guinéen, car ce qui se passe au niveau des cadets, au niveau de moins de 17 ans, qu'on a enregistré du côté du Sénégal, c'est une honte nationale, s'il faut le dire comme ça. C'est un coup que le football guinéen, que le peuple de Guinée vient de prendre une fois de plus. Il y a autre, en attendant, les auditeurs, s'ils ont la possibilité maintenant. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, je suis Ibrahim Mafreya. Mafreya, qui nous appelle de Mafreya? Ibrahim Assou. Ibrahim Assou, vous nous appelez depuis Mafreya, c'est ça? Oui. D'accord, allez, on vous écoute pour votre solution. Bon, c'est concernant le football guinéen, quoi. D'accord. Donc, la manière dont le président de la fédération est installé, on sait, n'est pas installé dans des urnes, quoi. Il a été imposé. Donc, ça, c'est notre problème. Mais il y a eu une élection quand même. Il y a eu une élection qui a été organisée. Ça, c'est une élection formelle. Ah, d'accord. C'est formel au fond, c'est pas ça. Donc, moi, ce que je vois comme solution, c'est de mettre un bon soubassement pour le football guinéen. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire ici? Le football à la base d'abord. Est-ce que vous comprenez? Parce que déjà, si le football à la base n'est pas bien fait, quand même, le haut ne sera pas bon aussi. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire au niveau des championnats, au niveau des écoles, qu'on organise des championnats, des tournois, on prend ceux qui méritent. Problème d'argent, on met ça à côté. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, monsieur So, de votre appel depuis Maferea, où nous avons écouté avec intérêt. So, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Votre nom et vous nous appelez d'où? Je vais très bien. C'est Abdul Karim Baldé qui vous appelle de Matoto. Abdul Karim Baldé, depuis Matoto. Allez-y, monsieur Baldé. Ok, moi j'ai l'impression qu'on a des amateurs à la tête du football guinéen. Aïe, aïe, aïe. Franchement, il faut qu'on se dise la vérité. Ok. Parce que c'est pas une première, c'est pas une deuxième, c'est pas une troisième. Ça devenu une répétition. Et j'ai l'impression que ça ne dit absolument rien à nos dirigeants. Le football est à l'image du pays. Franchement, dites-moi qu'est-ce qui va dans ce pays-là. On a des amateurs. Écoutez, quelqu'un qui n'a pas pu gérer un club, l'AS Kalou, on le prend, on le met à la tête d'une fédération. Vous voulez quoi? Oui. Vous voulez qu'on obtienne quoi de positif? Dites-moi. C'est que c'est depuis la base. Rien n'est fait pour que le football guinéen s'en sorte. Rien n'est fait pour que le football guinéen soit un football de qualité. Franchement, c'est décevant. Oui. Moi, le jour que j'ai appris que la Guinée a été disqualifiée, j'ai eu des mots de tête. Franchement, je me suis dit parce que en 2019, c'était la même chose. On a été suspendu pendant 2 ans. Et cette fois-ci encore, on va être suspendu pendant 2 ans. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On a tellement parlé, on a tellement crié à travers toutes les radios, mais jusqu'à présent, ça ne change pas. C'est des amateurs qui sont à la tête du football. Qu'est-ce que Bouba Sampul peut apporter au football guinéen? Des amateurs comme ça. Excusez-moi du mot, mais franchement, on n'ira nulle part tant qu'on a des amateurs à la tête du football guinéen. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Merci, bonne journée à vous. D'autres également, continuez. Allô, bonjour. L'imperturbable communicant de CNRD de général Mamadi Doumbouya civilisé, l'enfant prodige de Brahma Samaya, M. Silla, rue 15, Hélène Kanjura, Saho de Paris. Bonjour, M. Silla. Positif à mon patron honorable Omar Serbezou qui est à l'écoute de votre émission Le Scanner. Que Dieu vous protège. Amen. C'était prévisible. L'élimination de la Guinée. Un département qui a été incapable de payer son propre loyer. Est-ce que ce département-là peut faire un résultat au peuple de Guinée? Je demande à mon général Mamadi Doumbouya de s'insérer dans l'affaire du football guinéen. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Le moment de faire cette tournée, c'est que c'est impossible d'éliminer la Guinée dans une compétition. Puisque regardez aujourd'hui, les enfants qui devraient prendre part à cette compétition, je dis U17, qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas pris ces enfants-là? Maintenant, tous ceux qui se sont mêlés de près ou de loin, pour que ces enfants-là soient éliminés, il faut que la justice soit faite. Il faut que la justice soit faite, puisque c'est le bien de l'État, c'est l'argent de nous tous. Il faut que l'État, le général Mamadi Doumbouya prenne sa responsabilité. Il ne doit pas laisser le dossier là. Ouais. Parce que c'est très très honte. On élimine une nation de football
comme la Guinée, la manière dont les Guinéens aiment le football en République de Guinée. Et je tire mon chapeau pour vous, que Dieu vous protège. Merci beaucoup. Je salue mon ami Bouloukana de passage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Silla, rue 15. On va prendre un autre. Allô, bonjour. 629 95 2 fois 67, 629 95 67 67. Allô, bonjour. Bonjour, le grand journaliste. Comment allez-vous? Votre nom et vous nous appelez d'où? Vous allez bien? Ça va par la grâce de Dieu. Ah, c'est Simon Pierre, de Fria. Simon Pierre, vous nous appelez d'où? En Fria. Fria, d'accord. Oui. Quelle partie de Fria? Bon, je suis à Sabendé, derrière la résidence. Sabendé 1, derrière la résidence. Allez-y. Oui. Oui, allez-y. Bon, pour moi, je peux dire, tout ça là, c'est la faute de l'État. C'est l'État qui est faible. L'État est très faible. Comment ça? Voilà. Il faut sanctionner. Il faut suivre. Hein? Bon, autant de ces coups, tu n'oses pas. Hein? Il y a le... Oh là là, du côté de Sabender, il nous a quittés. J'espère que vous allez revenir d'ici la fin de cette émission. Ce dernier aussi est parti. 629 95 2 fois 67. 629 95 67 67. La régie du côté de la radio Mamadou Diallo. Salut-moi tous si c'est du côté de la télé. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom et vous nous appelez d'où? Moi, c'est Mohamed Keta, je vous appelle de Ansoumania. Mohamed Keta, vous nous appelez de Ansoumania. Ansoumania, c'est où? De Breka? Oui, c'est dans Dubreka. Dans Dubreka, d'accord, ça va. Allez-y. La commune de Kagbele. Kagbele, d'accord, allez-y. Au fait, mes professeurs ont marché sur ma langue. Aïe, aïe, j'espère que vous allez pouvoir parler quand même, malgré qu'on a marché sur votre langue. Bien sûr, qu'à cela ne tienne. Albert Einstein disait, nul n'est plus ridicule que celui qui veut reprendre une expérience en utilisant les mêmes formules et s'attendre à un nouveau résultat. Ça ne peut pas aller. Ouais. Autrement dit, c'est-à-dire les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. C'est ça. Oui, parce que c'est comme vous l'avez introduit dans la plantation du décor, c'est une honte nationale. Et on nous sanctionne par rapport à la tricherie. Écoutez, le terme est péjoratif, mais le Guinéen ne comprend pas. Je ne dis pas le Guinéen, nos dirigeants ne comprennent pas. Tricherie. Et qu'on triche. Et bien, nous étions 3 pays, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau et nous. On reprend les Guinéens, les deux sont rétablis dans leur droit. La Guinée s'est confirmée qu'on a triché. Ouais. Comment vous voyez cela? C'est une honte nationale, comme vous l'avez dit. Maintenant, mon prédécesseur direct a dit la vérité. Il faut qu'il y ait sanctions. Tous ceux qui sont impliqués, de près ou de loin, qu'ils sachent vraiment qu'ils ont trahi le peuple, qu'ils ont humilié le drapeau, qu'ils ont humilié la nation pour qu'ils soient sanctionnés. Merci, monsieur. Merci beaucoup de votre appel depuis Ansoumania. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Votre nom et vous nous appelez d'où? C'est M. Baldé, ici de Taouya. Monsieur Baldé, vous nous appelez d'où? De Taouya. De Taouya, d'accord. Allez-y, s'il vous plaît, monsieur Baldé. Je vous remercie et je salue tous les membres de l'équipe d'aujourd'hui. Oui. Et surtout, revenant à notre sujet là, concernant le football guinéen là. Oui. Je pense que le problème se situe au niveau du gouvernement. Parce que même s'il y a des problèmes au niveau du sportif ou bien de l'équipe, mais on peut généraliser ça en un mot entier qui c'est le gouvernement. Parce que seul le gouvernement a le pouvoir, c'est-à-dire de donner d'autres perspectives pour que le football guinéen s'évolue. Mais si le gouvernement réagit, on peut dire encore qu'il y a ingérence de la part du gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est-à-dire qu'il faut d'abord changer ici ceux qui gèrent au niveau du football guinéen. Il faut les changer. Est-ce que vous voyez? Deuxièmement, il faut encore un financement global pour construire des stades ici. Parce que si nous supportons nos joueurs ici, ils peuvent avoir le courage pour nous faire gagner. Mais imaginez qu'un joueur, notre équipe nationale joue en Côte d'Ivoire ou bien joue au Maroc, et qu'il y a des supporters, il y a assez de supporters qui les supportent là-bas. Comment ils peuvent avoir le courage de gagner? C'est-à-dire c'est impossible. Il faut que nous jouons nos matchs ici, chez nous ici. Il faut que l'État prenne ses engagements pour que nous jouons ici.
D'accord. Merci beaucoup de votre appel depuis Taouya. Allô, bonjour. Bonjour, Kavi. Comment allez-vous? Kavi vous dit bonjour. Comment allez-vous? Votre nom et vous nous appelez d'où? Je vais très bien. Jean-Claude Haba. Je vous appelle de Taouya. Pardon, votre nom? Vous nous appelez de Taouya. Votre nom? Jean-Claude Haba. Jean-Claude Haba. Jean-Claude Haba. Vous nous appelez de Taouya. D'accord. Allez-y, Jean-Claude. Moi, le problème du football guinéen, c'est le président de la Belgique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a pas invité, il n'a pas de décision. Comme si vous mettez des personnes qui n'ont pas de décision à la tête de la ville, institution aussi importante que la Belgique. Comment vous attendre à des résultats avec ce genre de personnes? Ne même pas gérer leur propre famille. Prenez comme ça, vous les nommez. Ça, c'est une déception. Il n'a pas de vision, il n'a pas de rêve. Il devait s'inspirer du Sénégal. Un monsieur comme Augustin Senghor, ce monsieur qui est ambitieux, il a une vision claire. Mais en Guinée, on fait des trucs avec des parentés, avec des mesquineries. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça, c'est honteux pour la Guinée. C'est vraiment honteux. D'accord. Ça, je suis de ce monsieur. Moi, je pensais que quand il vient, il allait au moins avoir fait différent comme les autres. Mais lui, il est plus médiocre que les autres. Oh, je crois que vous étiez... Attendez, donc vous pensiez au départ, quand vous avez appris que c'est lui qui a été élu pour être le président de la Fédération guinéenne de football, vous avez vraiment pensé qu'il allait faire du miracle? Moi, j'étais vraiment sûr qu'il allait faire quelque chose. Mais bon, Maturé aussi, il a cédé. Moi, je ne voulais pas que Maturé cède, mais Maturé a cédé sa place à un monsieur à qui on avait de l'espoir, mais il est venu mettre tout dans l'eau. Vraiment, aujourd'hui, le football guinéen, ça ne va pas. S'il était intelligent, il allait même démissionner. Si c'était moi, j'allais démissionner avec des résultats comme ça là. Il devait démissionner. Ce n'est pas un homme qui est à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur. Il doit démissionner. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Jean-Claude, de votre appel. On va prendre encore quelques-uns avant de clôturer à 10h, je crois. Oui, allô, bonjour. Allô, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, monsieur. Bonjour, cher monsieur, vous nous appelez d'où votre nom? Moi, je suis Ibrahima Souri Bangoura, je suis à Tanene Marché ici, à la commune de Matoto. Commune de Matoto, Tanene Marché, Ibrahima Souri Bangoura, allez-y. Oui, monsieur. Oui. Je vous ai suivi. D'accord. Je vous ai très bien suivi. Merci. Mais nous qui avons vécu le temps de Hafia Football Club. 77. Et aujourd'hui, c'est très différent. D'accord. Si c'était un autre temps, les sanctions étaient déjà tombées. Les sanctions étaient déjà là. Mais chez nous, notre malheur à l'heure là, parce que ce n'est pas sanctionné. Comment on peut laisser une équipe partir? Les IRM là devaient se faire ici à Conakry. Donc, on sanctionne tous ceux qui sont impliqués dans ce cas-là. Les enfants, on va faire échouer nos enfants pendant combien d'années? Les enfants de 17 ans. Donc, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Du ministre du sport jusqu'au dernier, jusqu'à la Fédération guinéenne de football. On sait comment Bouba Santel a été élu. On sait comment il a été élu. Il n'a pas pu gérer l'ASK. Comment on peut le mettre président de la Fédération guinéenne de football? C'est un malheur pour la Guinée. Je vous remercie. Merci beaucoup de votre appel. Vous êtes 629 95 67 deux fois. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Votre nom, vous nous appelez d'où? Diallo Mamadou, j'appelle depuis Wonkifon. Diallo Mamadou? Djan, vous nous appelez de Wonkifon, à Koya? Oui. D'accord, allez-y. Je veux faire ma petite intervention par rapport à ce sujet. Allez-y, s'il vous plaît. Moi, je trouve que même vous êtes un peu étonné par rapport à ce qui se passe dans ce pays. Et ça, j'entends encore certains dire que le président même de la République, le président de la transition, le général Mamadi, doit prendre ses dispositions par rapport à des cas pareils. Moi, je me dis que c'est un peu ridicule. Parce que même cette personne, en réalité, il ne respecte pas ce qu'il a, il n'a pas respecté ce qu'il a dit. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Donc, moi, je ne compte sur personne actuellement dans ce pays-là. Ce qui s'est passé ici, c'est très honteux pour la Guinée. Donc, si la première personne de ce pays n'a pas pu respecter sa parole, qui va respecter sa parole ou considérer ce qu'il est en train de dire?
Quand on dit qu'il doit prendre des dispositions pour sanctionner, il ne sanctionnera pas. Pourquoi il ne va pas sanctionner? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il ne va pas sanctionner? Pourquoi? Attendez, vous ne verrez pas ça. Même si la sanction là va tomber, ce sera inutile. Les choses vont se répéter. En gros, ça ne va pas. Il ne faut rien de clair, il ne faut rien de sûr. Mais maintenant, pour vous, quelle est la solution? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que de toute façon, on a besoin d'une solution. Ça ne veut pas dire avec cette... La solution, c'est quoi? Oui. La première personne va donner son exemple. L'exemple va pas tout le pays. Dès que tu fais une erreur, on sanctionne. Si on ne sanctionne pas, on te fait quitter là-bas. C'est ça. Mais si tu fais des erreurs, tu vas rester parce que tu es là pour soutenir la personne. Tu vas le faire. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre gouvernement, dans les différents ministères. Oui. Vous voyez? Nous sommes déçus, nous avons étudié, nous avons fini. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Vraiment, c'est une déception pour ce pays. En tout cas, moi, je n'entends pas d'autres perspectives pour ce pays, vraiment. D'accord. Merci beaucoup de votre appel. 629 95 67 67. On va prendre l'un des derniers intervenants au compte de cette émission, beaucoup plus précisément pour le sport. Allô, bonjour. Alors, bonjour, monsieur. Votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? C'est Kamara Aboubakar, je vous appelle de Kobaya. Kamara Aboubakar depuis Kobaya. Allez-y, monsieur Kamara. Merci. On sait que cette structure-là a été entourée par un groupe. C'est très facile à pointer le doigt ceux qu'on dirait I-17. Donc vraiment, ils sont déjà connus. Il faut qu'ils arrivent à sanctionner ce groupe-là. Même Bois-Sampi n'arrive pas à toucher, mais il sait qui sont en charge de cette équipe. Donc, ceux qui sont en charge n'ont qu'à être sanctionnés. Ça, il n'y a même pas de dérangement pour le Bouba. Hein. Ils n'ont qu'à sanctionner. Ils savent qui sont à la paille de cette erreur-là. Erreur-là, c'est répétition à répétition. On ne peut pas continuer sur ça. Les Guinéens ne peuvent pas continuer sur ça. C'est ce que chose à faire, Antoine l'a dit, il disait là ne passe plus maintenant sans passer par le CRN. Donc, on devrait considérer ça comme un fait qui peut faire bouger la Guinée dans cette situation-là. Oui. Pourquoi ils n'ont pas fait CRN ici à Conakry avant de bouger? Oui. Donc, le groupe-là n'a qu'à sanctionner sévèrement qui serait exemple devant les autres. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup de votre appel. 629 95 67 67. Allô, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Votre nom et vous nous appelez d'où? Docteur Ibrahim Osmauro, depuis Frigadi. Docteur Ibrahim Osmauro, essayez de vous éloigner un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît, ou même vous faites dos. C'est déjà fait. Moi, mon grain de sel, c'est que vraiment on a faussé depuis le départ. Comment? Quand on pense comment les élections à la Frigui Foot se sont passées, vraiment, il fallait s'attendre à ça. Vous-même, vous êtes témoin, tout le monde est témoin. Lorsque Makiné, avec sa majorité, a perdu flagramment devant tout le monde, et l'homme de la situation s'est démontré vraiment super. Mais voilà, aujourd'hui, là où nous sommes, on ne peut nous entrer qu'à nous-mêmes. Ouais. Ce que c'est que moi, je suis très fâché, c'est très fâché. On ne peut pas accuser le président n'a pas fait ceci, n'a pas... Si le président prend des sanctions contre un joueur ou dehors, il va dire, ah voilà, en Guinée aussi, le président a été fermé, tout ça. Il ne peut pas faire ça. Donc, les gens on est en train de voir la réalité en face, et on dit encore, il a suivi cela. L'homme de la situation, c'était maturé, hein? C'est la vérité. Merci, mon ami. Merci beaucoup de votre appel depuis Frigadi. Je crois on va prendre c'est le dernier, on va prendre le tout dernier, on va... D'accord. Merci beaucoup de votre appel. Je crois que ça va être le dernier intervenant. Comme ça, voilà, vous avez compris, on parlait de la situation de football guinéen à travers ce qui s'est passé du côté du Sénégal avec la suspension de l'élimination de Sili U17. Le ministre demande des explications dans un climat de suspicion de corruption au niveau de au niveau de ces jeunes, mais également nous avons pu vous donner la parole, fidèles auditeurs, de Conakry à l'intérieur du pays en
en passant par Koya, de Breka et un peu partout, vous vous êtes exprimé. Nous savons que vous êtes très nombreux à vouloir intervenir, mais bon voilà, c'est ça aussi le format de l'émission. C'était juste une petite exception pour vous prendre la température auprès de vous, les auditeurs. On va prendre une pause juste, on revient après ça pour la deuxième partie de cette émission pour parler cette fois-ci de ce que aiment de tous les Guinéens, surtout les Diallo et les Camara, c'est le riz. On va parler du riz juste après. Journée internationale de la jeunesse et journée ville morte en République de Guinée et des questions pour la jeunesse guinéenne. Ah oui, coïncidence heureuse ou malheureuse, je suis déçu, je pense qu'elle est malheureuse parce que c'est vrai que la jeunesse guinéenne aujourd'hui occupe en tout cas à peu près 65%, 70% de la population générale guinéenne, ce qui nous amène à dire effectivement, elle doit se remettre en cause dans son ensemble pour pouvoir comprendre les enjeux qui l'attendent. La jeunesse et le numérique pour le développement durable. Donc c'était vraiment important qu'à l'occasion de cette journée, que toute la jeunesse guinéenne aussi se mobilise, se retrouve sur des espaces, que cela soit des espaces numériques ou des espaces physiques, pour animer des conférences, pour tenir des sessions de formation, de renforcement de capacité, ou encore pour faire des panels, des échanges, permettant vraiment de mettre un focus sur la jeunesse guinéenne. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut se retrouver sur la table du dialogue? Aujourd'hui, est-ce qu'il faut éviter le pire pour notre pays qui est déjà économiquement affaissé? Et quand on parle de problèmes dans ce pays, il faut comprendre que nous avons deux types de régimes dont la Guinée a accepté de gérer la vie de la nation, c'est la démocratie. Et quand on parle de la démocratie, nous savons très bien il y a des tiroirs qui se trouvent dans cette thématique de démocratie. Et des éléments, des outils, des matériels qui caractérisent ce qu'on appelle la démocratie. Et quand on parle de démocratie, forcément, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Cela ne veut pas dire que ce sont des ennemis. Retour dans ce studio pour parler toujours des situations qui intéressent les Guinéens, nos préoccupations. Cette fois-ci, nous allons parler du riz. Et comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, j'espère que les commerçants guinéens, les importateurs vraiment de ces denrées rares, de céréales, vont suivre cette émission aussi, parce que le plus souvent, quand on parle d'augmentation du prix du riz, d'un sac de riz au marché, on parle du marché international, on parle de transport, mais cette fois-ci, c'est l'un des pays les plus grands producteurs de riz l'Inde précisément, qui a décidé d'abolir la taxe de 10% sur les exportations de riz étuvé. Précisément depuis le 22 octobre, le gouvernement indien a annoncé la suppression de la taxe de 10% qui s'appliquait jusque-là sur les exportations de riz étuvé. Cette mesure fait partie des assouplissements progressifs mis en place depuis 2022 pour lever les restrictions sur certains types de riz. Yaya Diallo, dans un contexte où les conditions climatiques sont désormais plus favorables à la production de ce céréale très prisé en Guinée, ce pays de l'Asie a décidé de baisser ou d'abolir la taxe de 10%. Je pense que c'est ce qui devrait automatiquement répercuter sur le prix du riz chez le boutiquier, chez Diallo ici, chez Kaba, quelque part à Conakry ou à l'intérieur du pays. Oui, en attendant, mais pas puisque... Ah oui, ça vient de commencer, ce n'est pas les circuits. Il faut comprendre aussi, il faut apporter la précision pour le comprendre. Il ne faut pas dire qu'à partir de ce soir, je vais acheter un sac de riz à 200 000 à 180 000. Attention, les riz qui sont déjà commandés, les gens ils vont appliquer le prix. Maintenant, il faut prendre, je ne sais pas, les techniciens, on va les approcher pour nous faire comprendre à quel moment l'application de l'abolition de ces 10% pourrait répercuter sur le prix d'une tonne de riz à l'international et automatiquement au niveau local ici, chez nos boutiquiers, dans nos magasins, à Conakry, à l'intérieur du pays, partout. Tout à fait. Parce que nous sommes champions aussi, hein, quand les prix augmentent, ça ne descend plus. Même si de l'autre côté ici, on
on essaie de faire descendre à 50%. Nous avons nos hommes d'affaires et nos commerçants ici qui ne bougent pas. Non, pas du tout. Par la complicité de l'État. Et ça aussi, l'État ne joue pas son rôle. L'État ne joue pas son rôle. Comme on l'a dit au niveau du sport, là aussi, c'est le même problème. L'État ne joue pas son rôle. Quelquefois même, c'est certains agents de l'État complices qui sont en train d'amadouer ou qui vont outre que les mesures ou les dispositions disons établies pour pouvoir essayer de s'arranger avec un certain nombre habité. Ils oublient que les commerçants, tout ce qu'ils cherchent là, faire des affaires quoi, sur le dos de l'État. Sur le dos de l'État, sur le dos de la population même. C'est Chérif Abdallah qui nous apprenait ce qui s'est passé avec certains agents de l'État et les commerçants qui pensent être malins, finalement, au lieu de payer directement ce qu'il faut à l'État, ils payent doublement. Doublement, vraiment aux émissaires de l'État, ce qui aussi favorise la corruption. Par là, au lieu qu'on le récupère pour verser au trésor public, on pense qu'on peut s'enrichir à côté. Et malheureusement, l'État perd. Et le commerçant aussi perd parce qu'il le paye doublement. C'est lui qui perd surtout. Et l'État à la fois. Donc, par le fait de ces agents cupides, dont il faut extirper fondamentalement dans tout ce qui est administration. Parce que c'est un ensemble. Aujourd'hui, c'est en cela que nous disons, voyez-vous, tout est relatif. Hein. Nous sommes très heureux que l'Inde puisse annoncer cette bonne nouvelle. Vous voyez, les pays asiatiques où il y a une forte production du riz, au Bangladesh, en Inde, quelquefois aussi en Chine. C'est vrai que quand vous voyez comment cette interdépendance, cette complémentarité s'effectue entre ces différents États, vous vous dites, il faut que l'Afrique, au-delà, parce qu'on considère que cette tendance, elle est beaucoup plus bénéfique pour l'Afrique et pour d'autres, donc pour certains continents, parce que nous produisons moins. Parce que jusqu'à présent, l'Afrique n'a pas pu avoir tous les éléments pouvant permettre à notre continent de s'adapter aux réalités mondiales pour pouvoir essayer de mécaniser l'agriculture. Qu'est-ce qui nous manque? Beaucoup de choses. Nous n'avons pas de terre fertile. La pluie, il n'y en a pas. Vous voulez quoi? Parlez peut-être de la mécanisation, je vais vous comprendre. Merci. Mais au-delà de la mécanisation, ils sont combien de bras valides à Conakry aujourd'hui qui attendent juste 200 000 francs, 300 000 francs, au lieu de faire quelque chose à l'intérieur du pays? Ça, je suis d'accord avec vous. Voyez-vous, Mohamed, bien avant que vous vous lanciez dans l'agriculture, certainement, vous avez quelques moyens, vous avez la formation adéquate et tout ce qui s'ensuit. On parle là d'une vision globale de l'État. Parce que ce que nous avons entendu ici, cette abolition ou cette baisse au niveau international, parce qu'on avait assisté à une hausse exponentielle au niveau du marché mondial. Maintenant, si cette baisse c'est ce que nous souhaitons justement pour que cela puisse impacter de manière significative le panier de la ménagère. C'est ce qui est essentiel, surtout dans les États africains, notamment en République de Guinée ici, parce que nous avons connu le sac de riz qui est aujourd'hui à 350 000. 350 000. Et voyez-vous, avec certains denrées de première nécessité, le riz, c'est l'élément fondamental, c'est la chose la mieux partagée. Partout, c'est ce qu'on partout, la base. Partout. Donc, au-delà de cette bonne nouvelle, acceptons encore une fois de sortir de cette dépendance. C'est l'élément fondamental. C'est ce qui pourra nous permettre d'être tranquilles et avoir une population qui, quand même, qui se nourrit à sa faim. C'est une fois que l'autosuffisance alimentaire est établie, c'est stable, on aura une population productive qui réfléchit et qui peut, à un certain niveau, innover. Mais quelqu'un qui a faim, dites-moi comment cette personne peut mieux réfléchir et produire quelques résultats. Non. Je pense qu'il faut créer toutes les conditions et c'est là, en passant par l'agriculture. Mais je vois un autre facteur, un facteur purement géopolitique, certainement à mon avis, qui a pu peser sur la balance. Vous savez, les BRICS, ceux qui sont en concertation dans le cadre le Brésil, du 15e la Russie, sommet. l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, dans le cadre d'autres pays aussi qui viennent de s'ajouter. Plusieurs États. Oui. Beaucoup de pays aujourd'hui, des pays prétendant tous les États au niveau international, au niveau national, c'est des puissances régionales, en tout cas dans les régions respectives, qui ont un certain nombre de choses et qui apportent beaucoup de choses aussi à la Guinée ici. C'est beaucoup de ces États-là. Donc c'est pour autant dire que aujourd'hui, vous avez l'Inde qui est un élément fondamental. Nous avons vu les échanges entre le président indien et celui de la Russie, Vladimir Poutine. Nous sentons effectivement
Et c'est clair, ils l'ont dit, c'est un bloc qui propose une autre alternative pour mieux effectivement mettre en place, disons, un nouvel ordre mondial. C'est leur objectif. Ils disent qu'ils ne sont pas contre l'Occident, mais ils ne sont pas d'accord avec la manière de faire de l'Occident et que par conséquent, il y a une nécessité de remettre les pendules à l'heure. Ça, c'est un élément fondamental. Il faut voir comment ça se passe. Alors, aujourd'hui, nous avons suivi ceux qui ont pris part à ces sommets, qui disent aujourd'hui, c'est lui qui, à l'Afrique, a gagné parmi ces deux blocs-là qui se discutent là. Mais est-ce que nous sommes un gâteau à partager? Je pense qu'il faut que nous comprenions que l'Afrique doit être... Je suis très heureux que l'Afrique du Sud et tout nouvellement aussi l'Égypte aussi qui est dedans, que ces États-là puissent être dedans pour comprendre qu'on a besoin de partenaires fiables. Et si ça continue comme ça, et c'est mon souhait le plus absolu. On a besoin, on ne peut pas être dans un monde monopolaire et c'est ce qui fatigue à un certain niveau le continent africain et le monde entier où c'est un seul ou un groupe des États qui décident pour ce qui doit se passer à travers le monde. Quelquefois de la manière la plus injuste. On a besoin de partenariats gagnant-gagnant. Et il y a une banque de développement qui doit être mise en place et qui sera éventuellement dirigée par l'ancienne présidente du Brésil, Dilma Rousseff, qui dirigera cette banque-là. Oui. On verra bien, les offres ne seront pas les mêmes. C'est-à-dire qu'entre certaines institutions classiques que nous avons connues ici, qui imposent tout, et quelquefois même qui exigent à ce qu'elles puissent s'ingérer dans la gestion interne de certains États, je pense qu'on a besoin des alternatives. Et c'est en cela que nous disons l'Afrique doit profiter de cet instant pour pouvoir se positionner, être aussi un partenaire pour les autres. Et ça, oui. Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui. On ne peut pas vouloir à tout bout de champ tendre les mains. Et nous voulons être indépendants. On ne veut pas sortir de ces complexes d'infériorité-là. Et ça, c'est seuls nos dirigeants, à travers la société civile, qui doit lancer l'alerte. La société civile n'est pas là seulement pour critiquer, mais pour proposer, participer à ces sommets, aviser nos dirigeants, s'ils veulent bien effectivement être avisés à travers tout ce qui se passe au niveau mondial aujourd'hui. On a besoin d'un continent qui doit se réinventer, parce que si ce qui se passe là, ce qui se dessine là, est forcément mamé, avec tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, il y aura nécessairement un nouvel ordre mondial, quitte à l'Afrique de voir comment est-ce qu'il faut s'adapter et être un acteur. Et comment tirer, l'Afrique de voir également comment tirer sa part c'est cela. Sa part dans ce grand monde. Et je crois que le débat a été posé lors de cette 79e sommet des Nations Unies, où l'Afrique avait demandé à ce qu'elle puisse obtenir une place au niveau du Conseil de sécurité. Ça ne s'arrête pas à ce niveau-là. Et vous avez vu comment aussi ces puissances-là qui sont là-bas, parce que ce sont les deux Soudanais, on voit les Nations Unies, on voit le secrétaire général de l'ONU, mais en réalité, ils n'exécutent que les décisions prises par le Conseil de sécurité. C'est vrai, quelquefois, il a son langage à lui qui, à un certain niveau, lui permet d'être indépendant et de dénoncer les choses. Mais on sait qu'il n'a pas toutes les marges de manœuvre. Ouais. C'est de mettre en exécution les résolutions votées en Conseil de sécurité. Et puis voilà, ça s'arrête là. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin que des États, de manière transversale, tous les continents aujourd'hui, c'est en cela que nous disons l'Afrique, c'est à travers le dirigeant Mamé. Nous serons très gérés que nos dirigeants comprennent encore une fois qu'on n'est plus dans une situation où l'Afrique était effectivement une sorte de biscuit assez partagé. Ça a été le cas. Il faut mettre fin à cela pour que l'Afrique soit un acteur et qu'on puisse considérer ce qu'on appelle communauté internationale là comme des partenaires à nous, avec lesquels on peut traiter d'égal à égal. Ouais. Et ça, c'est une évidence, c'est cela la vérité. Mais il faut dire aussi que du côté de la Guinée, malgré tout ce qu'on peut dire, parfois nos responsables essaient de prendre des décisions, prendre des initiatives ou acceptent de se faire accompagner dans certains projets. C'est ce qui s'est passé par exemple hier du côté du CNT, où le Conseil national de la transition s'est réuni en session plénière pour examiner la subvention du projet agricole Guinée-Italie-Pagita, une initiative conjointe entre la République de Guinée et l'Italie. Le projet porte sur une enveloppe de 4,5 millions d'euros, vise à redynamiser le secteur horticole dans les régions de Conakry et Kankan. Mais le rapport présenté par la commission du plan des affaires financières et de contrôle budgétaire, je pense que c'est un truc aussi, ce sont des idées, ce sont des initiatives de partenariat nord-sud avec
les pays occidentaux pour accompagner le secteur agricole. Si cela est fait avec de suivi vraiment responsable, je pense que ça peut nous aider à sortir de cette situation, à marquer un pas, le pas qui pourrait nous aider vraiment à produire et que nous n'arrivions pas toujours à attendre le bateau, demander le bateau qui contient de riz va accoster quand à Conakry. Mais tant qu'on n'arrive pas à travailler à la base, on n'accepte pas de se faire accompagner, ou quand on se fait accompagner, on n'arrive pas à respecter les principes sur le terrain et qu'on arrive à détourner les fonds, je pense que cela pourrait compliquer le développement dans notre pays et surtout du côté du secteur agricole. Absolument. Et il faut le dire, hein, le CNRD, le gouvernement guinéen, l'actuel gouvernement guinéen n'aura aucune excuse en ce qui concerne le développement du secteur agricole. Sous le CNRD, nous avons connu, et pour la première fois, les états généraux de l'agriculture. Tout le monde y était, des partenaires, des acteurs, un peu partout. Chacun a dit ce qu'il voulait. Et bien finalement, des décisions ont été prises, des engagements ont été pris de part et d'autre. Okay. Nous suivons ça de près. Après une année, on va faire une évaluation de cette situation. Oui, on va voir ce que ça va donner. Absolument. Même si le plus souvent, on sait qu'il y a beaucoup plus de vent qu'on essaie de nous vendre, mais cela, on doit essayer de mettre fin à cette situation. On va prendre ce dernier sujet avant de clôturer cette émission. Yaya, c'est de l'insécurité, la criminalité comme on l'a abordé à l'entame de cette émission, la lutte contre le grand banditisme. Nous avons vu à travers un communiqué où les autorités de la police nationale ont essayé de prendre une décision qui n'a pas été bien appréciée du côté des conducteurs de mototaxi, qui est autre que vraiment l'interdiction de porter de port de cagoule dans la circulation. Je pense que c'est une décision salutaire, je pense, parce que vous ne pouvez pas conduire, on ne sait pas qui est derrière la moto. Quand il y a un problème, vous avez du mal à identifier la personne. Ça a fait des bruits au début de la semaine dans certains quartiers de la haute banlieue de Conakry, mais c'est une décision qu'il faut apprécier et que ce n'est pas seulement concernant les conducteurs de mototaxi, mais ça concerne aussi d'autres conducteurs de véhicules, mais aussi même les passagers, parce que si on vous prend, vous êtes derrière un conducteur de mototaxi qui porte des cagoules, on va dire qu'ils vont établir une certaine complicité et que cela pourrait coûter même à ce passager qui est derrière ce conducteur de mototaxi. Une décision salutaire. On l'a dit ici depuis hier, hein, je l'avais dit, on se le disait au bureau, c'est quelque chose de très important. Et je pense que c'est en cela que nous disons, quand vous fréquentez certains coins de la capitale, vous vous rendrez compte que la société guinéenne a démissionné, l'État a démissionné, mais les parents aussi ont démissionné. Ça, c'est un élément très, très fondamental. Moi, je voudrais même qu'on inverse. Ce n'est pas l'État qui a démissionné, les autorités ont démissionné après les parents. Je pense qu'on commence par les parents qui ont démissionné et ça se répercute sur les autres. Et c'est relatif, parce qu'à un certain niveau, ces parents qui ont démissionné là, seul l'État peut mettre en place un mécanisme pouvant les recadrer même, parce que nous sommes dans une société. Vous ne pouvez pas mettre des enfants au monde comme ça et les laisser comme ça, parce qu'au bout du bout, ces enfants-là deviennent un problème pour la société. Donc si vous ne pouvez pas éduquer ce que vous mettez au monde là, mais s'il vous plaît, excusez-nous de peu. C'est cela en réalité. C'est en cela que nous mettons à nu la responsabilité de l'État. C'est l'État. L'État est capable de tout. C'est en cela que j'ai dit. L'État doit pouvoir, et c'est fondamental de mettre en place une police citoyenne. Il y a des jeunes là, vous le voyez. Ça, je l'ai dit il y a longtemps, c'est risqué. Vous savez, il y a une opération de vol qui est mise en place à bien des endroits ici. Ces jeunes cagoulés que vous voyez là, quelquefois, votre sac, au début, quand nous avions entamé pour cette émission, l'année passée, c'est comme ça qu'on a pu choper mon sac ici. Parce qu'ils viennent comme ça, ils sont sur leur moto, en cagoulé. On vient, celui qui est derrière là-bas, c'est lui qui tire votre sac et puis ils partent. Ils sont sur la moto. Vous ne connaissez personne. Quelquefois, c'est des gens, ils n'ont même pas de plaque. Ça, c'est des éléments. Nous connaissons aussi comment les bandits se faufilent entre nous ici. Ils sont en cagoulé. Vous pouvez identifier quelqu'un? Non. Pourquoi les gens... Aucune chance. Pourquoi dissimuler son identité? À mon avis, derrière cela, on cache quelque chose. Et l'État... Et ça, ils sont partis très loin, jusqu'à ce que c'est à cette occasion, d'ailleurs, l'interdiction de porter cagoule, les jeunes du côté de la T8, transversale T8, ils ont même incendié un véhicule de la police nationale. Parce qu'on leur a dit de ne pas porter cagoule, ils ont dit non, ils vont porter.
échange de projectiles contre gaz lacrymogène. Et puis voilà, c'est le véhicule de la police qui coûte des centaines de millions de francs guinéens. Et banalement, c'est parti. Et hier, vous quittez T6, vous venez jusqu'au niveau d'Anko 5, tout va bien. À Koza, on vous fait comprendre, attention, ça ne va pas entre Koza et Bambeto, ça ne va pas. Les véhicules commencent à débrousser chemin. Un embouteillage énorme se crée là parce que des jeunes Guinéens des jeunes ont pris juste la décision de dire que ouais, on n'est pas d'accord, et puis ça devient un no Island, je ne sais même pas, une localité où on ne peut pas gérer. Toute la nuit, ça tirait hier. Toute la nuit. Vous savez, vous connaissez. Je pense on était obligé de rentrer trop tôt. Je me posais même la question. J'essaie d'appeler des amis pour comprendre de quoi s'agit-il. De quoi s'agit-il? Parce que là, c'est l'État qui a pris une décision responsable. On ne peut pas. Ça, il faut l'apprécier. Il faut l'accepter. On n'a même pas de choix de dire autre chose qu'on va dire on est pour, on est contre. C'est ça la vérité. Pourquoi vous vous cachez le visage? Pourquoi? Et que l'argument placé que parce qu'il fait chaud. Mais comment vous devez être dans vous portez vraiment quelque chose qui vous cache tout le visage, toute la tête, et vous voulez avoir de l'humidité, de la climatisation à l'intérieur de votre cagoule? Je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre. Quels que soient les arguments. Et tout ça à la base, je pense que parce qu'il y a cette consommation de drogue peut-être quelque part de la part des gens parmi eux qui pourraient justifier ou motiver ce comportement. Mais c'est vrai, un homme lucide ne peut pas se permettre de faire cela. Vous savez qu'est-ce qu'un commandant d'une BAC m'a dit? On échangeait autour de ce qui s'est passé. Il me dit, M. Diallo, est-ce que vous savez qu'il y a de ces endroits ici, nous on n'ose pas y aller? Incroyable, hein? Oui, la brigade anticriminalité. La BAC. Ouais. Je ne vais pas citer le numéro. Oui, mais c'est vrai, quand ça arrive à un certain niveau. Et ils sont nombreux aujourd'hui qui vous le diront. Il y a à ces endroits pareils comme ça, quel que soit le problème, ils n'osent pas y aller. Parce que s'ils vont là-bas, c'est 2200. On vous agresse comme ça. Et vous, quand vous répliquez, c'est d'utiliser vos armes. Et l'arme, c'est pour tuer. C'est ce qu'il m'avait dit ici. Il dit, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on va dire ici? On a tué comme ça, alors qu'en réalité, c'est vrai, rien ne justifie qu'on note la vie à une personne. C'est en cela mais à quand ils vont commencer les PA là, on va les installer quand les PA. C'est en cela qu'il y a des moyens conventionnels que la police, la gendarmerie peut utiliser, mais on a besoin d'une présence des forces de sécurité permanente un peu partout là où il y a. On avait cité l'autre fois ici là, les zones de risque où on peut retrouver ces gens-là. C'est pas qu'il y a des endroits comme ça où on peut citer nommément l'Axe, nous avons les débarcadères, nous avons tous les marchés où tout s'est fait. Attention, de tous les marchés, là on ne parle pas là de l'autoroute ou de la route Le Prince, c'est un peu partout, au niveau de certains petits ports, c'est partout. Mais il y a eu combien de morts ces derniers temps des jeunes consommateurs de couches de drogue dans les marchés de Conakry? Tout à fait. Donc, ça c'est une autre réalité aussi. Il y a là une responsabilité qui exige de l'État qu'on puisse aller beaucoup plus en profondeur. Je ne peux pas comprendre. Et ça c'est une évidence. C'est des jeunes que nous connaissons. Nous sommes mais ce sont nos frères. Parmi nous, ce sont nos frères. Ils sont dans des maisons. Vous voyez, vous-même, vous dites que mais ça n'est terminé parce que la jeunesse d'aujourd'hui là, c'est le futur de la Guinée. Ça, il faut qu'on soit d'accord. Il faut qu'on comprenne cela. L'État, il faut mettre en place une police citoyenne. Vous êtes là, vous observez. Il y a un certain nombre de comportements. Comment voulez-vous, dans une société, à un certain niveau, sur Alpha, j'avais salué cette décision. Ça se passait dans tous les cas. Il y avait une patrouille. Vous prenez un enfant de moins de 18 ans, mais il faut l'arrêter et chercher ses parents. Le coupable, ce n'est pas lui, ce sont ses parents. Mais il faut le sanctionner, son parent, parce qu'il a été incapable de maintenir son enfant une bonne éducation. Et aujourd'hui, nous avons des enfants de 12 ans, de 3 ans qui sortent, qui font tout, qui filment. La chicha, ça, c'est autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de détruire. Et ce n'est pas, quand on parle de chicha, ce n'est pas chicha tout court, hein, mais c'est qu'on met dedans aussi, ce n'est pas chicha seulement. Donc, c'est pour autant dire qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de prendre une telle décision. C'est vrai qu'à un certain niveau, on disait que officiellement, la décision n'a pas été prise. Elle est maintenant prise à travers la direction nationale de la police nationale. Je pense qu'il faut mettre ça en œuvre, il faut trouver tous les éléments. Il faut avoir tous les moyens. Il faut que l'État ait tous les moyens. Parce que c'est en cela. Là, on parle de la délinquance, là. Oui. Ce n'est plus des déviants, parce que là, c'est l'État. Il s'oppose, il se dresse contre une décision de l'État. Si vous ne vous reprochez de rien, on ne vous a pas dit de ne pas porter votre casquette. Le fait de vous encagouler, là, c'est ce qu'on vous a dit, c'est pas bon et c'est pas bon. Et ça, ce n'est pas bon. Parce que le bon sens, c'est la chose la mieux partagée. Se cagouler, ce n'est pas bien. Le banditisme va crescendo
Il y a des gens comme ça, vous avez vu comment ça se fait. Maintenant là, on vient, vous avez quelques familles, il y a des gens qui peuvent vous agresser comme ça, vous retirez votre moto, vous ne voyez pas leur visage. Et si les gens trouvent effectivement mal à ce qu'on puisse interdire à ces gens-là de se comporter comme tel, c'est une décision qui est impersonnelle et qui s'applique à tout le monde. Maintenant, c'est lui qui dit que non, moi je ne peux pas le faire, je vais aller au-delà de ce que l'État m'a interdit. Mais l'État, je trouve l'État sur son chemin. C'est cela. C'est ça. Et moi, j'ai aimé hier, quand c'était un peu tard, vers 19h, 20h, qu'on arrive à voir. Ce n'est pas la police seulement, mais c'était vraiment de la garde présidentielle au niveau de la station d'Anko 5. Ça, avec des armes, on comprend que dans cette partie de Conakry, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et ça, je pense que l'État ne doit pas reculer. Parce que ce n'est pas parce que vous habitez là que vous allez soutenir tout ce qui se passe là-bas comme mal. C'est pas ça. Et ce n'est pas seulement les passants qui sont victimes. Vous êtes dans ces localités, quand ces enfants sortent après avoir fini de consommer leur drogue, ils sont capables d'agresser n'importe qui et faire n'importe quoi avec la personne. Je pense que c'est une décision salutaire, qu'on continue de ne pas s'arrêter en mi-chemin, de ne pas regarder qui est devant toi, qui est en train de parler, qui est en train de crier. De telles décisions, c'est pour prévenir du mal, parce que des gens sont dépouillés de leurs biens. Vous êtes dans des taxis, vous n'êtes pas en sécurité, dans vos propres véhicules, vous n'êtes pas en sécurité. Vous êtes un passant simple, vous ne savez même pas qu'est-ce qui se passe. Ils sont capables de vous attaquer, vous dépouiller de tous vos biens, et puis voilà, on dit qu'on ne m'aime pas, qu'on ne nous aime pas, et pourquoi l'essentiel, accepte ce qu'on te dit, de faire ou de ne pas faire. Parce que c'est ça, je pense, qui est d'abord, et comme on appelle, l'essentiel. Le reste, ce sont des détails, et on verra après. Il y a de ces endroits, à la cimenterie par exemple, à la T8, un peu partout, c'est valable aussi vers Koya, ici, et 36, où vous ne pouvez pas, à partir de 23h, vous ne pouvez pas, quel que soit, vous ne pouvez pas. Vous avez vu ce qui s'est passé tout récemment ici, où des gens vous disent, ici c'est nous qui contrôlons la zone, des jeunes comme ça. Et c'est en cela que j'ai dit, tu as parlé de Haïti. Il faut qu'on soit sérieux, vous savez, là-bas, à la différence, c'est que là-bas, les gangs sont entretenus par certains acteurs occultes. Oui. Mais ça commence tous quelque part. Il faut que l'État puisse voir. Et je vous le dis, on ne connaît que l'Axe. Moi, personnellement, nous savons comment ça se passe. Les habitants de l'Axe sont doublement victimes des comportements d'un certain nombre de jeunes délinquants qui n'ont rien à foutre, qui n'ont aucune construction, qui n'ont aucun bien pour ainsi dire. Oui. Là-bas, c'est-à-dire que si on détruit tout, ça ne dit absolument rien. Des délinquants sans domicile fixe. Ils peuvent se retrouver sur l'autoroute, ils peuvent se retrouver à Koya, ils peuvent se retrouver en ville. Ils sont comme ça. C'est des gens comme ça qui continuent et qui appellent de tous leurs vœux à tout bout de champ qu'il y ait des manifestations, de crise pour pouvoir profiter, qui s'attaquent aux gens. Oui. Ces gens qui sont sur l'axe là, qui quelquefois s'en prennent aux gens et aux autres ici. Quand on demande votre nom. Non, c'est votre bien là qu'on cherche. Ils s'en fichent que vous soyez Paul ou Pierre. Et c'est un mal qu'il faut éradiquer. Ça n'a rien à voir avec des manifestations, des réclamations politiques. Non, c'est continuel. À des endroits comme ça, j'ai dit, vous ne pouvez pas passer. Personne ne peut me dire le contraire. Oui. Il y a de ces endroits ici, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui sont là-bas. On en a connu ici, à Koloma ici. À Koloma ici, vous avez tout ici. Il y avait un jeune là, à un certain niveau, c'est lui qui contrôle la zone. Vous venez ici. Il retire votre téléphone et il vous donne un coup. Vous ne vous retrouvez même pas. Et puis voilà, il part avec votre téléphone. Ça, c'est connu de tout le monde. C'est connu de tout le monde. Incroyable. Mais c'est connu de tout le monde. Il faut que ça s'arrête à un certain niveau. Et les parents qui pensent que vous pouvez mettre un enfant au monde, avec vous, il fait ce qu'il veut. Vous êtes complice. Vous voyez comment il est en train de grandir. Il devient déviant avec vous. Vous l'acceptez. Celui-ci-là continue comme ça. Oui. Et il va au-delà pour transgresser ou s'opposer ou se dresser contre une décision étatique, une décision que je trouve normale. Je pense qu'à la limite, c'est des gens qui constituent un problème pour la société et il faut que l'État arrive à faire, et c'est ça où se trouve le problème aussi, la responsabilité de l'État. Vous partez sur l'axe, vous prenez tout le monde comme étant coupable. C'est ça aussi. Vous attaquez à tout ce que vous voyez sur ça, c'est une erreur, c'est une faute qu'il faut corriger. Il y a des gens là-bas qui sont victimes de ça. Quand vous partez, ayez les moyens, c'est en cela que vous êtes doté de tous les moyens, et tous les moyens pour distinguer. Il y a la filature, il y a des gens qui sont dans des cafés, qui ne sont pas en tenue, ils savent qui fait quoi. Absolument. On entend le nom des gens, c'est lui qui fait ça habituellement. Vous avez cette possibilité de faire la filature, d'être dans les cafés, d'être dans les marchés, afin de faire la différence. Quand il y a des descentes, on sait où on va, comment on attaque.
On sait et comment manière, ça se passe, quoi. Et de manière pérenne, Ouais. C'est pas des exceptions, il faut pérenniser. Il faut faire cela, il faut pérenniser cela. Voilà comment prend fin cette émission, le scanner de ce jeudi 24 octobre 2024. Une émission de service de Kavi Média. Merci de nous avoir suivis. Nous disons merci à nos techniciens au niveau de la régie radio, à Mamadou Diallo. Du côté de la régie télé, nous avons Salimatou Sissi ici dans ce studio. Yaya Diallo, Ba Mohamed. Yaya, merci. Merci Mohamed, merci à tous. Toutes nos excuses à nos auditeurs, téléspectateurs, pour n'avoir pas lu les différents messages. Je pense qu'on aura le temps de le faire très prochainement, qu'on est pris par le temps. Prochainement, nous sommes vraiment désolés. C'est ça aussi, nous vous présentons nos excuses. Je m'incline devant vous pour pouvoir le dire, parce que voilà, on a été pris par tout ça. Merci beaucoup et passe une excellente suite de programme en notre compagnie.